Ce dont tu parles, tu vois, il faut tenir compte de la personnalité de chacun, de ses antécédents. Tu parles de médecine. La médecine, ça n'existe plus aujourd'hui. Ou plutôt, toute la crise a été l'occasion de chercher à faire disparaître la médecine. Et donc, tout ce qu'on a appliqué était contraire, là encore, à tout ce qu'on sait devoir faire, c'est-à-dire les bases élémentaires et notamment l'éthique basale de la pratique médicale, mais aussi comme reflet de cette corruption systémique des systèmes de santé. Parce qu'au fond, aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu dans cette crise, un remède qui ne rapporte pas des montants faramineux à l'industrie pharmaceutique est la cible d'attaque pour qu'il ne fasse pas obstruction au fait de fourguer des produits hyper coûteux. Et en fait, toute la pratique médicale est prise en otage par ce modèle. Il y a d'ailleurs une clause étonnante pour la mise sur le marché de nouveaux médicaments, qui est la clause de non-infériorité. C'est-à-dire, pour qu'un nouveau médicament soit accepté pour une pathologie, il ne faut pas qu'il soit meilleur que ceux dont on dispose, il faut qu'il ne soit pas inférieur. Tu vois? S'il n'est pas inférieur mais qu'il n'est pas meilleur, quel est l'intérêt de le substituer, sachant que de surcroît, les pharmas ont des pratiques lucratives absolument scandaleuses. Le prix de certains traitements, enfin, tu as peut-être vu sur des maladies Bien sûr. orphelines où on arrive à des millions de francs, avec de surcroît des circuits économiques, je me permets de le mentionner, qui sont dévoyés, parce que souvent un des contre-arguments, c'est le fait de dire oui, mais les pharma investissent beaucoup en recherche et développement. C'est faux. La recherche et développement, elle se fait sur des fonds publics Public dans les souvent. universités. Mhm. Une fois que ça a franchi un certain nombre d'étapes, à ce moment-là, les pharma peuvent racheter, évidemment avec une plus-value par rapport à la réalité des dépenses qui ont été faites, mais relativement faible. Et si les dernières étapes sont franchies, à ce moment-là, ça devient le jackpot et le Prennent le pharma. brevet. Voilà. Et donc, au fond, avec très peu de risques, très peu d'investissements, mais cette stratégie de mettre en échec tous les remèdes bon marché, notamment ceux qui sont tombés dans le domaine public, hein, comme l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, parce que même s'ils sont très efficaces, hein, eh bien, ça ne permet pas de générer du revenu, alors que générer du revenu est devenu la principale raison d'être des pharma. Et là, on voit ce dévoiement du capitalisme de connivence, où finalement, le but in fine de toute l'activité de tous les acteurs de soins, c'est que la population soit en meilleure santé possible. Or, tu sais par exemple que le pays au monde où les dépenses de santé sont les plus élevées, c'est pas la Suisse, en proportion de la population, c'est les États-Unis. Ouais. Et c'est là où l'espérance de vie ne cesse de reculer et le nombre de pathologies chroniques dont souffrent les gens a explosé au cours des dernières décennies. Donc ça prouve bien que l'efficience du système de santé est devenue totalement marginale. Et en l'occurrence, il y avait une foultitude de remèdes intéressants pour lutter contre le Covid. Il y en a un dont on a très peu parlé, c'est l'amantadine, qui est un grand antiviral de référence, efficace sur un très grand nombre de virus. Il n'a même pas été envisagé. Les macrolides, dont l'azithromycine, bien sûr, juste ça, ça aurait déjà permis de sauver la mise d'un grand nombre de personnes décédées ou sécuriser des personnes à risque. On a envisagé vitamine D, vitamine C, zinc, enfin tout un ensemble de substances et qui ont été systématiquement mises en échec et fait l'objet de campagnes de destruction de réputation. Là encore, c'est très intéressant de voir le marketing. Oui, on voyait les machines se mettre en place pour Ouais. tout de suite. Alors tu sais, bah, j'ai consacré tout un chapitre dans Autopsie d'un désastre à la corruption systémique dans le domaine de la santé que la plupart des gens ignorent, y compris les médecins et les chercheurs, alors qu'elle est phénoménale. Et il montre notamment, c'est des recherches de l'université de Harvard, du centre d'éthique de l'université de Harvard, que le, le concept imparable pour promouvoir un médicament quel qu'il soit, ça te rappellera quelque chose, c'est sûr et efficace. Dès que tu prétends que quelque chose est sûr et efficace, et que tu fais répéter ce mantra par des milliers de personnes pendant des milliers de jours, tu es sûr que les gens vont gober, même si c'est un remède hyper dangereux et sans aucune efficacité. Et puis évidemment que pour tous les concurrents, des remèdes bon marché qui, eux, étaient sûrs et efficaces, ben, il fallait prétendre l'inverse. Ils étaient dangereux, et puis ils étaient inefficaces, forcément. Et c'est extraordinaire, tu vois, parce qu'il y a des sites qui colligent toutes les études qui ont été publiées sur ces différentes substances. Pour l'hydroxychloroquine, on est, je crois, à plus de 600 études aujourd'hui. Mhm. Pour l'ivermectine, on est à 500. Et les résultats, mais tu ne peux pas rêver plus probant si tu connais la science et les méta-analyses. C'est juste une évidence. Et malgré tout,
des experts, des task force, des responsables politiques et des médecins vont dire « Ah non, mais ça, c'est un truc de charlatan ». Je me souviens, même Roger Nordman, le très malheureux député, a osé dire de l'ivermectine, ah oui, ce remède pour les ânes et les chevaux. Ah oui, ça a été dit. Mais il avait repris la Oui, oui, polémique américaine c'est ça, contre la Joe Rogan. Il FDA, l'avait pris bah, c'est un parce qu'il avait remède. été accusé Alors, c'est dans les 50 de remèdes prendre des de base de vermifuges pour l'OMS, chevaux. donc c'est très efficace pour l'être humain pour un ensemble de choses, même semble-t-il pour le cancer. Il y a beaucoup d'études en cours parce que ça Ouais. semblerait montrer une utilité particulière. La FDA, puisque c'est aussi utilisé en vétérinaire, mais c'est le cas de beaucoup de médicaments humains, des antibiotiques, des anti-inflammatoires, ça veut dire ah ben non, c'est un remède, vous n'êtes pas une vache ou un cheval, donc ne prenez pas de l'ivermectine. Et du coup, il y a des députés en Suisse qui reprennent ça en disant bah oui, c'est un remède vétérinaire. Bon, Non la mais connerie s'arrête pas aux politiciens, hein. non, J'aurais tendance même à dire qu'elle est amplifiée quand on prend cette casquette-là. J'ai été mais moi-même un politicien et je devais m'en prémunir. Mais tu as raison, il y a cette idée de rajouter dangereux. Parce que si tu dis quelque chose est inefficace, ça oui, suffit pas. Parce que du coup, je dis, ok, c'est inefficace. Bah, je le prends, je verrai bien. c'est ça, Je risque rien. c'est ça. Mais là, ils accolaient tout de suite le Ouais. truc. Attention, ça devient même plus dangereux que le virus lui-même si vous prenez Oui, ça, quoi. Et là, j'ai aussi assez vite vu, notamment sur ça, que effectivement, il pouvait y avoir quelques effets, mais qu'en tout cas, tu risquais pas la mort si ah tu non, prenais la bonne dose, etc., etc. ah non. Et excuse-moi, dans le même temps, il faisait la promotion du paracétamol qui a une forte toxicité hépatique, Comprends, ouais, qui est la première cause de problèmes iatrogènes médicamenteux, parce qu'en fait, la dose toxique est très proche de la dose thérapeutique. ok. Donc ça C'est peut... l'antibiotique qu'on donne un peu à tout va. L'antidouleur. Antidouleur, le L'antidouleur. paracétamol. Ah Ouais, oui, oui, c'est oui, le comme le Dafalgan, Dafalgan, ouais. exactement. D'accord, oui, Ou, c'est juste. ouais, ouais. On appelle ça On nous l'acétaminophène fait en prendre un anglais. peu à tour de bras dès Donc, qu'il y a un oui, petit et puis en truc. l'occurrence, il péjorait le pronostic pour les personnes atteintes du Covid. Donc t'imagines, on disait aux gens, restez chez vous, prenez du Ah, si vous paracétamol. avez mal à la S'ils étaient tête ou comme ça, ouais. infectés, Hmm. ça augmentait le risque de développer des formes graves. Et puis on faisait croire de remèdes, alors effectivement très sûrs en termes de leur profil de risque, comme l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine, qui étaient potentiellement dangereux, tout en faisant la promotion d'une injection génique expérimentale dont on Plus n'avait tard. Hmm. aucun moyen de savoir si elle était sûre et efficace, mais tout en assénant ça comme un mantra dans une secte. Hmm. Donc effectivement, ça c'est bien. Alors en même temps, oui, merci de le dire, c'est là où cette cacade aura quand même eu des vertus pédagogiques. C'est-à-dire que ceux qui sont aux commandes ou totalement hypnotisés dans cette doxa sont sûrs d'avoir raison et d'avoir permis d'empêcher qu'on comprenne autre chose, mais pour la plupart des gens, c'est visible à l'œil nu. Tu comprends très bien qu'un Perron ou un Raoult, ils ont essayé de soigner les gens, et puis que quand Poggia à Genève, qui était ministre de la Santé, faisait envoyer une circulaire par le médecin cantonal et le pharmacien cantonal pour menacer les médecins qui oseraient prescrire de l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine, ce qui est totalement illégal, c'est totalement hors des compétences du département de la santé, eh ben voilà, même si c'est dit, ça a passé, j'ai obtenu ce que je voulais, les gens ont bien compris qu'il y avait un truc qui n'était pas... Non, on a criminalisé le fait de soigner les gens. Oui, mais On a... même si c'était les médecins qui le souhaitaient, à la limite, moi, je Hmm. peux donner mon avis, mais si le médecin il n'a pas le droit de dire quelque chose qu'il voudrait dire, là, effectivement, on commence à Ouais, être ouais. dans Ou un de début de mettre, dictature, hein. ou de mettre en garde contre les risques des injections, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Et puis après aussi, des menaces aux médecins que s'ils faisaient ça, ils pourraient être rayés du, je sais pas Ouais, comment on ouais. appelle ça, hein, du barreau, non, de l'ordre des médecins, par exemple. Il y a eu quelques cas aussi. Y a-t-il eu Il des y a eu... médecins, entre guillemets, résistants Oui, qui ont eu des conséquences néfastes pour leur activité? oui, oui. Et notamment par rapport à tous les systèmes de protection à mettre en œuvre dans les cabinets, le port du masque, le machin, le truc. Ceux qui voilà, avaient bien compris qu'il n'y avait aucune raison au monde de mettre tout ça en œuvre et qui s'en sont dispensés, se sont fait menacer, notamment par les services du médecin cantonal de différents cantons. Et c'est là où on voit comment ces petits apparatchiks, qui sont pas des mauvais bougres au départ. Bon, franchement, un médecin qui veut vivre quelque chose d'intéressant dans sa vie finit rarement médecin cantonal, parce que c'est quand même un peu, voilà, c'est des rouages dans des systèmes bureaucratiques.
Enfin, au départ, c'est pas des mauvais bougres. J'ai été un peu en bisbille avec le médecin cantonal neuchâtelois qui est à la retraite aujourd'hui parce qu'il a littéralement fait n'importe quoi d'une manière que j'ai trouvée scandaleuse. Et il se trouve que j'avais bossé avec lui sur des chantiers en santé publique. Tu vois, c'est vraiment pas un mauvais bougre, mais alors c'est devenu tu vois, vraiment un de ces petits pions du système têtu, acharné, fermé d'esprit, autoritaire, abusif à bien des égards. Et oui, oui, il y a eu toutes sortes de menaces. Et là encore, s'ils avaient gardé le moindre grain de bon sens et d'éthique, ils n'auraient jamais osé se comporter comme ça. Mais une fois que tu es pris dans le mouvement et dans ces constructions bureaucratiques, ben, c'est compliqué parce que le coût aussi d'oser contester quoi que ce soit est très élevé. Et puis après, comment dirais-je, c'est des processus psychologiques complexes, parce que c'est pas des gens qui se sont dit, bon, ben, on va faire du mal, parce que comme ça. Non, ils ont juste adhéré, parce que le coût psychologique d'être lucide par rapport à ce qui se passait aurait été trop élevé, avec en sous-main inconscient la réalité du côté très exemplaire du traitement qui a été réservé aux dissidents, j'en sais quelque chose. Mais finalement, c'est le but. On voit ça avec la condamnation de Rainer Fulmich en Allemagne aujourd'hui, l'avocat qui a cherché à faire comprendre la réalité. Il vient d'être condamné à 4 ans de prison pour des prétextes, mais totalement bidons, un déni de justice, comme ça avait été le cas pour Julian Assange. Donc, on fait ces lynchages euh, en population réelle pour s'assurer que les petits rouages du système ne seront pas tentés de se révolter.